donc on est encore en direct de Vienne, on n'est pas encore parti. On a essayé de vous faire un petit résumé de tout ce qui avait été dit. Alors en fait, c'est compliqué, en 2 jours c'était très dense, donc on va essayer de cibler. Mais il y a quand même beaucoup de sujets qui sont intéressants à aborder. Donc il y en a que je survolerai simplement et d'autres sur lesquels j'approfondirai un tout petit peu. Et puis je me suis gardé tout ce qui concernait le tube digestif et le microbiote pour une vidéo à suivre. Parce que cette année, pour le coup, il y a eu des choses vraiment intéressantes qui ont été dites. Donc voilà. Donc il y a eu, pour commencer, une présentation très dense sur le syndrome de fatigue chronique. Donc le syndrome de fatigue chronique, on appelle aussi encéphalite myalgique, qui est en fait fréquemment associé à la fibromyalgie. On pense à peu près 50% d'overlap syndrome, c'est-à-dire que les patients présentent à la fois une fibromyalgie et un syndrome de fatigue chronique, les douleurs étant aussi classiques dans le syndrome de fatigue chronique. Bon, pour simplifier, c'est compliqué le syndrome de fatigue chronique, d'abord parce que c'est assez controversé, mais c'est une vraie entité qui existe avec des facteurs de risque identifiés et surtout de nombreuses classifications qui fait que les docteurs s'y retrouvent pas trop et c'est déjà compliqué pour les médecins d'en faire le diagnostic, d'évoquer le diagnostic, mais en plus quand il faut essayer d'y comprendre quelque chose dans les critères, c'est assez compliqué. Alors l'important pour le syndrome de fatigue chronique, c'est d'éliminer les principaux diagnostics différentiels. Et puis évidemment, il y a de nombreux symptômes. Hein, et je fais juste un petit focus sur quelque chose qui revient très souvent dans les présentations, c'est la dysautonomie. Et donc la dysautonomie, c'est une espèce d'hypersensibilité du système nerveux autonome, qui est le système nerveux qui va au tube digestif, à la vessie, etc. Et donc l'hypersensibilité du système nerveux autonome fait qu'il peut y avoir des gros troubles digestifs, des troubles urinaires, une instabilité et surtout une intolérance en position debout et des chutes tensionnelles au lever notamment. Tout ça, ça va avec la dysautonomie. Je dis ça, c'est important parce que il y a actuellement, on travaille aussi sur la stimulation régulière du nerf vague, hein, dans l'oreille notamment, avec des petites stimulations électriques pour essayer d'améliorer à la fois l'intestin, la vessie, mais aussi les symptômes généraux. Donc, la dysautonomie, c'est aussi fréquent dans le syndrome de fatigue chronique. Et donc là, l'intervenant a essayé de faire le point sur les différents facteurs de risque, enfin sur les différentes causes possibles du syndrome de fatigue chronique. Donc bon, la cause uniquement psychologique est maintenant dépassée. Hein. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire c'est dans votre tête, vous êtes fatigué, reposez-vous, ça ira mieux. Donc là, c'est quand même assez dépassé, même si il y a quand même toujours ce facteur stress qui est prépondérant comme dans la fibromyalgie. La mitochondrie, donc j'ai essayé de faire l'inventaire des études qui montraient un défaut au niveau de la mitochondrie. Moi, c'est une piste à laquelle je crois beaucoup, et dans le syndrome de fatigue chronique et dans la fibromyalgie. La conclusion, c'est que les études ne sont pas peut-être encore suffisantes pour bien tout comprendre. Et puis aussi, un élément important, c'est que comme dans la fibromyalgie, on a identifié un microbiote perturbé, surtout qualitativement, avec une flore pas assez abondante dans le syndrome de fatigue chronique, avec un déséquilibre en faveur de bactéries pro-inflammatoires par rapport à un défaut de bactéries anti-inflammatoires, entre guillemets. Voilà. Alors il y a aussi des altérations au niveau du système nerveux central, comme dans la fibromyalgie, avec un état pro-inflammatoire permanent au niveau du cerveau, une sensibilisation centrale et des imageries fonctionnelles perturbées. Donc tout ça on retrouve dans la fibromyalgie et ça va dans le sens que j'ai toujours défendu, c'est-à-dire que la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique sont deux entités, deux versants un peu variés d'une même entité en fait. Donc moi c'est ce que je défends en tout cas. À noter également dans le syndrome de fatigue chronique une tendance à l'hypercortisol, avec un trouble du cortisol, mais qu'on retrouve aussi dans la fibromyalgie, une prédisposition génétique vraisemblable comme dans la fibromyalgie, et des hypothèses virales qui sont évoquées comme dans la fibromyalgie, la plus connue étant le syndrome post-viral post-mononucléose infectieuse avec le virus de l'EBV, mais il y a d'autres pistes, mais pas suffisamment de données pour incriminer spécifiquement un virus chez tous les malades. Voilà. Donc là, la seule chose qui est à peu près certaine dans le syndrome de fatigue chronique, c'est qu'il faut faire un petit peu comme dans la fibromyalgie, une prise en charge multidisciplinaire pour essayer de jouer sur un petit peu tous les facteurs pour améliorer les symptômes.
Un petit focus sur le catastrophisme qui a été abordé à plusieurs reprises pendant ce topo. Le catastrophisme, ça se mesure par certaines échelles. Il y a des patients qui sont beaucoup dans le négatif, qui pensent que tout va aller mal, rien ne va s'améliorer. Et c'est vrai que ces patients, c'est plutôt un facteur de moins bon pronostic. Ces patients ont tendance à moins bien s'améliorer et à avoir des douleurs plus intenses et plus diffuses. On va en reparler après sur tous ces aspects négatifs qu'il faut essayer d'éloigner et de s'entourer de choses positives, bienveillantes. Donc ça, on va en reparler après. Alors d'autres sujets ont été beaucoup abordés, que ce soit les cytokines pro-inflammatoires, la nociplasticité, la sensibilisation centrale et périphérique. Donc je ne fais pas de résumé, il y a des notions très techniques qu'il faut qu'on approfondisse, mais c'était quand même très intéressant, très riche. Alors il y a un topo qui nous a beaucoup plu, c'est la présentation d'un médecin de Coimbra au Portugal qui a développé un modèle c'est le réseau Science, ça s'appelle. C'est un déséquilibre entre tout ce qui concerne le stress et la peur dans notre organisme et tout ce qui concerne l'apaisement. Et donc c'est vrai qu'on voit bien chez les patients fibromyalgiques beaucoup d'entre eux sont dans un état, pas de stress permanent, mais d'hypersensibilité un petit peu à tout le monde extérieur, et ont facilement peur pour pas grand chose, etc. Et puis, à l'inverse, tout ce qui pourrait éventuellement les rassurer, les apaiser, est très faible, en fait très bas. Même nous, en tant que praticiens, quand on discute avec certains patients, on voit bien qu'on a du mal à les rassurer, à les mettre dans une situation apaisante. Alors c'est aussi souvent lié à une histoire de vie très lourde. Il ne faut pas quand même mettre de côté le fait que quand même une partie des malades ont vécu des choses difficiles dans leur vie, y compris dans leur enfance, des abus sexuels, etc. Et en fait, ce qu'a développé cet intervenant, c'était très intéressant, c'est d'essayer de voir le fonctionnement psychique des patients fibromyalgiques, qui sont très sensibles au monde extérieur, comme une espèce d'alarme centrale qui serait toujours en alerte. Alors il y a un autre intervenant qui disait, vous voyez, c'est comme un patient fibromyalgique, c'est comme une alarme qui sonne tout le temps, comme s'il y avait le feu, alors qu'il n'y a pas le feu. Et donc c'est un peu cette image-là. Et donc ce qui était très intéressant en fait, c'était de dire que cet état d'alerte permanent et de négativité permanente par rapport à une histoire de vie douloureuse, etc., faisait que tout était amplifié et que les patients entraient dans un cercle vicieux. Parce que du coup ça aggrave leur douleur, ça aggrave leurs symptômes, après ils sont de plus en plus déconditionnés et puis tout est de pire en pire en fait. Il faut essayer de casser ce cercle vicieux de descente par des choses positives, etc. Il a souligné aussi le fait qu'il fallait absolument prévenir les violences de l'enfance et surtout dans la petite enfance vraiment essayer de faire le maximum pour procurer aux enfants un sentiment de sécurité et de douceur et d'apaisement dont ils ont besoin pour se construire. Parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que tout ce qui relève de la peur, c'est une alarme vitale, c'est un peu inné, c'est-à-dire que c'est notre système intérieur qui se met en alerte quand il y a des choses un peu qui menacent notre survie ou notre sécurité, alors que tout ce qui concerne l'apaisement, c'est quelque chose qu'on apprend dans l'enfance, et donc il faut absolument protéger les enfants de tout ce qui n'est pas apaisant, de tout ce qui est stressant, et bien évidemment des agressions extérieures, et particulièrement des agressions sexuelles. Aussi, ce qu'il a souligné, et ça c'est vraiment aussi notre credo, donc c'est pour ça aussi que je le souligne, c'est qu'il faut absolument que les patients, faire comprendre aux patients qu'ils ne sont pas responsables de leur état, que leur état actuel est le fruit de facteurs génétiques, certes, de facteurs environnementaux, il y a la nutrition, il n'y a pas que ça, mais aussi d'une histoire de vie dont ils ne sont pas responsables, pardon, et environnementaux. Donc, en fait, il y a une culpabilisation permanente des patients, y compris parfois par les praticiens qui disent oh, « vous avez qu'à vous secouer, oui, vous n'êtes pas malade, etc. » Et donc, c'est d'ailleurs un sujet très important, la bienveillance du corps médical. Ça a d'ailleurs été souligné dans l'enquête INSERM là, qui a été publiée en France fin 2020. C'est que c'est très important en tant que praticien de prendre en compte le malade et d'essayer de le rassurer. Voilà. Et puis aussi, de faire comprendre aux patients
qu'il ne va pas mourir de sa maladie, c'est vrai, mais surtout qu'il a les moyens de prendre en main sa santé pour aller mieux. Voilà, donc ça, vraiment une présentation très très bienveillante et très très passionnante. Voilà, alors à nouveau des présentations sur l'auto-immunité. Donc on avait déjà parlé de ça, sur le fait que l'administration d'anticorps de patients fibromyalgiques à des souris provoquait globalement des symptômes de fibromyalgie chez la souris. Donc ça, c'était un peu le scoop de l'an dernier. Et donc là, il y a eu à nouveau des présentations pour montrer que l'administration des IgG, donc certains anticorps de patients fibromyalgiques, allait se fixer sur les ganglions de la moelle dorsale. Donc en fait, c'est juste à côté de la moelle, juste à côté des vertèbres. Là, il y a des petits ganglions qui ne sont pas du tout des ganglions lymphatiques, qui sont des ganglions nerveux. Et donc, ils contiennent les corps cellulaires des neurones de la douleur. Et donc, dans ces ganglions, en fait, il y a les anticorps vont se fixer à ce niveau. Et l'intensité de la fixation est corrélée à la sévérité de la douleur. Donc, ça suggère à nouveau qu'il y a une part d'auto-immunité, au moins dans certains sous-groupes de patients, et je redis un peu ce qu'a dit l'intervenante, puisqu'elle a parlé d'un formidable espoir, parce que si vraiment c'est avéré, peut-être que derrière, il y aura des traitements à la clé. Voilà. Et une autre intervenante, alors, en ce qui concerne l'immunologie, en fait, a abordé le fait que quand on injectait aussi certains types de globules blancs, qu'on appelle des polynucléaires neutrophiles, à des patients, donc de patients fibromyalgiques, des globules blancs de patients fibromyalgiques, à des souris, pardon, on induisait aussi des symptômes de douleurs chroniques diffuses chez la souris, comparé à l'injection d'anticorps de patients sains. Donc vous voyez qu'il y a tout un champ de l'immunité, de l'auto-immunité qui est encore à découvrir dans la fibromyalgie, mais c'est vrai que c'est intéressant et ça va aussi dans le sens d'une maladie qui n'est pas seulement une maladie psychologique. Voilà, un topo intéressant sur la transition vers la douleur chronique, avec comme conclusion qu'il y a beaucoup de facteurs qui favorisent le passage à la douleur chronique. Par exemple, vous avez été opéré d'une prothèse de hanche, on a du mal à soulager votre douleur, vous gardez des douleurs pendant un certain temps, et bien ces douleurs peuvent se généraliser dans l'organisme et produire des douleurs diffuses comme une fibromyalgie. Et donc la conclusion de l'essai, c'est que le principal facteur de risque de la douleur, c'est la douleur. Et donc la douleur mérite d'être soulagée même si elle est que localisée, car sur certains terrains prédisposants, elle peut conduire à l'entrée dans la fibromyalgie. C'est un mode d'entrée assez classique. Alors il y a eu une étude sur un topo sur la sexualité. Alors on avait fait au 24 heures fibromyalgie il y a quelques années, on avait une très sympathique sage-femme sexologue qui venait faire des présentations là-dessus. C'était très suivi et très intéressant. Pas de choses nouvelles vraiment sur ce sujet, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a une problématique de sexualité qui est très rarement abordée en consultation. D'abord parce que les praticiens ne connaissent pas trop, puis ils ont déjà tellement de choses à voir avec le malade qu'ils n'ont pas trop le temps d'aborder ce sujet, puis ils ne se sentent pas forcément légitimes pour le faire, ou peut-être un peu gênés aussi, pourquoi pas. Mais la problématique de la sexualité, ça concerne un patient sur deux, avec une intimité difficile en tant que couple dans un quart des cas, donc c'est quand même pas rien. Quand il y avait une étude italienne qui a été publiée en 2015 sur 700 patients de rhumatologie, donc il n'y avait pas que la fibromyalgie, et ça conduit à un changement de vie amoureuse dans 28% des cas, donc c'est pas non plus là anodin. 75% des malades, donc 3 sur 4, n'ont jamais fait part de ce problème à personne. Et 44% ne le souhaitent pas, alors surtout parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Alors en fait, il y a quand même des solutions, mais c'est vrai que si on n'en parle pas, on ne peut pas avancer. Alors la première solution, c'est d'abord de soigner la fibromyalgie, parce que quand la fibromyalgie va mieux, forcément, quand on est moins douloureux, moins fatigué, forcément la sexualité est plus facile, parce que si vous avez mal dès qu'on vous touche, c'est sûr que c'est compliqué. Mais il y a aussi des problématiques de dysfonction sexuelle, notamment érectile chez l'homme, qui sont propres, et les troubles de l'humeur aussi, parce qu'effectivement la dépression, le stress, les stratégies d'évitement, les personnes qui ont déjà vécu des choses difficiles, des abus sexuels, ou tout simplement une baisse de la libido, ça contribue à une sexualité perturbée. Par ailleurs, certains traitements antidépresseurs peuvent contribuer
à baisser la libido. Et il y en a qui n'ont pas cet effet, donc ça c'est bien d'en parler avec son praticien s'il y a ce problème. Et puis les troubles du sommeil, et puis aussi l'âge, parce qu'effectivement l'âge, plus on avance en âge, moins, je ne veux pas dire la sexualité n'a d'importance, mais c'est peut-être moins important quand on avance en âge, le statut marital et professionnel également. Une question qui a été développée par un des intervenants, qui consistait à dire bah oui, ça n'intéresse pas tous les malades. En fait, il y a des malades pour qui ça n'est pas un problème, soit parce que ça ne les intéresse pas la sexualité, soit parce qu'ils n'en ont pas, ils ne vivent pas en couple et ça ne leur pose pas de problème. Donc c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'aller discuter avec tous les malades de sexualité, parce que voilà. Donc c'est vrai que souvent on a tendance à attendre que la question soit abordée. Voilà. Et puis la notion aussi de cercle vicieux, parce que plus on a une sexualité difficile, plus ça occasionne du stress, plus ça aggrave les douleurs, et plus on a mal, et puis moins on a envie. Et donc voilà, il faut essayer de couper ce cercle vicieux. L'importance aussi de la relation et du partenaire, bien sûr, parce qu'il faut un partenaire assez bienveillant sur le sujet. Et puis en ce qui concerne la prise en charge, donc effectivement, contrôler la douleur et les autres symptômes bien sûr, traiter les troubles psychiques, réajuster les traitements qui peuvent avoir un effet. L'activité physique peut avoir un effet bénéfique sur la sexualité. Et puis l'éducation. Alors l'éducation, j'imagine qu'il n'y a pas quand même beaucoup de programmes d'éducation sur ce sujet dans les centres de la douleur, hein, parce que c'est déjà compliqué de faire tourner les centres de la douleur. Mais on peut se faire aider par des fois des sages-femmes, des sexologues, voilà, qui ne faut pas aller voir n'importe qui, mais l'important c'est d'en parler, d'essayer d'identifier ce qui relève de tel ou tel problème dans tel ou tel couple. Voilà. Alors ça c'était pour la sexualité. Alors évidemment un topo très très intéressant sur l'oxygénothérapie hyperbare, donc je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait faite sur ce sujet, parce que comme ça va donner une bonne idée de quoi il s'agit. Donc c'est M. Efrati, le pape de l'hyperbare à Tel Aviv, qui faisait la présentation, une présentation absolument passionnante sur un traitement qui est vraiment miraculeusement efficace chez les patients, chez qui une lésion cérébrale a été identifiée, que ce soit une lésion avérée sur une imagerie cérébrale standard, par exemple un accident vasculaire cérébral avec une lésion, ou un Covid avec éventuellement une séquelle visible parce qu'il y a un vaisseau s'est bouché ou autre, ou que ce soit une imagerie fonctionnelle perturbée, par exemple après un traumatisme crânien, un coup du lapin, ou une fibromyalgie, ou un syndrome de stress post-traumatique. Et là c'est vraiment très intéressant parce qu'il a abordé la question du syndrome de stress post-traumatique chez les patients qui avaient été abusés dans leur enfance, et les résultats sont assez extraordinaires. Donc évidemment toujours avec, avant la prise en charge en caisson hyperbare, une imagerie fonctionnelle pour identifier qu'il y a une lésion cérébrale. Mais à partir du moment où il y a une lésion visible, les patients sont spectaculairement améliorés. Je crois même qu'il a parlé de miraculeux, enfin, ou quelque chose de cet ordre-là. Et avec aussi, ils font de l'art-thérapie, donc ils montrent que les dessins que font les gens sont incroyablement transformés quand ils font le traitement. Voilà. Et puis aussi à parler du post-Covid. Voilà, c'est intéressant. Alors on vient au post-Covid, il y a beaucoup d'infos sur le post-Covid. Juste pour simplifier, le syndrome du Covid long, globalement on s'approche d'une fibromyalgie post-infectieuse, et c'est ça l'info essentielle. Vous pouvez aller regarder éventuellement la vidéo récente qu'on a faite sur le site sur le Covid long. Mais voilà, c'est ce que moi je suspectais, que nous d'ailleurs, nous suspections depuis le départ, c'est que le Covid long c'était un syndrome de fatigue chronique ou une fibromyalgie post-infectieuse, post-virale. Voilà. Quelques autres petites infos avant de vous laisser, parce que c'est vrai que là j'ai donné beaucoup d'infos. Un médicament qui serait intéressant, la naltrexone, qui est un antagoniste des opiacés qu'on utilise en France dans le sevrage de l'éthylisme. Donc on ne peut pas le prescrire dans la fibromyalgie, mais il semble qu'il y ait des effets immunomodulateurs intéressants dans la fibromyalgie. Voilà, j'aborde pas toutes les questions médicamenteuses, parce qu'il y avait des topos assez complexes, mais dans lesquels quand même ressortent l'importance du laroxine, même à petite dose, je crois que je l'ai déjà dit.
Et puis aussi plusieurs topos sur les comorbidités auto-immunes. Et là, on a plusieurs points très précis sur le Gougerot-Sjogren. Donc ça, c'est la maladie auto-immune qui est la plus fréquemment associée à la fibromyalgie. Donc avec un syndrome sec, donc un défaut de production de salive, de larmes, mais aussi des autres glandes exocrines. Et avec souvent, le plus souvent, la production d'anticorps anti-syndrome sec. Et puis, on fait des petites biopsies de la lèvre et on voit qu'il y a une inflammation chronique des glandes salivaires. Donc ça, c'est un syndrome, dans les syndromes de Gougerot-Sjogren, il y a 14,5% de patients qui sont fibromyalgiques. Donc il y a un lien qui est quand même important. Mais il y a aussi des patients qui n'ont pas ce syndrome et qui ont aussi la bouche sèche, les yeux secs, etc. dans la fibromyalgie sans avoir ce syndrome. Bon, mon hypothèse aussi, c'est... Alors, il y a d'abord une étiologie, une origine médicamenteuse. Il y a un certain nombre de médicaments, notamment à visée psychique, qui ont un effet sur la sécheresse buccale. Mais aussi, moi, je pense qu'il y a un lien avec les gaz produits dans l'intestin qui vont irriter les muqueuses. Voilà. Bon, un topo intéressant sur le Gougerot. Sur le lupus, donc pareil, 90 patients, des patients lupiques sont douloureux. Donc, on a abordé toutes les causes de douleur dans le lupus. Il y a beaucoup de causes de douleur dans le lupus. Mais à peu près 50% qui ont un syndrome fibromyalgie-like, qui ont une fibromyalgie associée. Et la polyarthrite rhumatoïde, c'est classique, c'est vraiment quelque chose de classique. Et donc, ils ont identifié au cours de la fibromyalgie 5 facteurs de risque de douleur diffuse dans la fibromyalgie. Plus il y a d'articulations touchées par la polyarthrite, plus il y a de risque de développement de douleur diffuse sur un mode d'hypersensibilisation diffuse. Et puis, quand l'échelle numérique de la douleur est supérieure ou égale à 4 sur 10, donc quand les douleurs sont importantes, quand les patients reçoivent des corticoïdes, quand ils ont des troubles psychiques et des troubles du sommeil. Donc voilà, polyarthrite rhumatoïde et fibromyalgie, donc c'est pas un hasard les deux en même temps. Alors la question sur toutes ces maladies auto-immunes associées à la fibromyalgie, c'est de savoir si le développement d'une fibromyalgie au cours de ces maladies est lié au fait que il peut y avoir des douleurs articulaires notamment dans ces maladies, et donc à force d'avoir mal, les gens développent une hypersensibilisation à la douleur et des douleurs qu'on appelle nociplastiques, et donc un tableau de fibromyalgie. Ou est-ce qu'il y a un mécanisme propre? Probablement que c'est multifactoriel également, mais la réponse n'est pas apportée pour le moment. Enfin, une intervention très intéressante sur le cannabis par une praticienne qui prescrit du cannabis dans la fibromyalgie, du cannabis médical. C'est son travail en fait, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Et donc on a retenu de cette très intéressante présentation que globalement le CBD ça marche. Alors ça tombe bien parce qu'en France on n'a pas de THC, et en Israël ils peuvent l'utiliser au titre médical, mais en France non. Et le CBD ça marche, alors ça marche pas chez tout le monde, mais c'est quand même intéressant de l'utiliser. Voilà, bon, j'ai dit les principales infos, j'ai pas tout dit parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations. Voilà, et je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.